Je suis professeur à l'Université Grenoble-Alpes en informatique et je vais vous parler d'IA. Je suis actuellement directeur scientifique de l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de Grenoble, après en avoir été directeur aussi pendant 4 ans. Ok, donc tout ça pour dire que je vais vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est essayer de vous présenter un petit peu comment fonctionnent ces systèmes, de façon à ce que chacune comprenne un petit peu les limitations aussi de ces systèmes. Je trouve que ces systèmes sont souvent mal expliqués dans les interventions médiatiques, et donc voilà, je fais mon devoir aujourd'hui d'essayer de les expliquer un peu plus en détail. Alors je vais commencer par revenir sur les définitions de l'intelligence artificielle, qui est un terme qui est assez mal choisi en fait. Donc les premières définitions datent des années 50, et le terme machine intelligence, intelligence machine avait été proposé à ce moment-là, et le terme intelligence artificielle a été proposé lors de cette conférence-là. Je pense qu'on ne voit rien en fait, là en pointant, de conférence de Dartmouth en 1956. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que les machines réalisent des tâches que les humains font aisément, comme voir, parler, conduire, manipuler des objets, planifier les activités quotidiennes. Mais la définition la plus populaire, elle a été proposée un petit peu plus tard par Marvin Minsky, qui était un des pères de l'intelligence artificielle moderne. Et en gros, sa définition, c'est faire à des machines des tâches qui seraient qualifiées d'intelligentes si elles étaient faites par des humains. Et en fait, ce qui pose problème dans ces définitions et dans la définition précédente, c'est la notion d'intelligence. C'est-à-dire que on n'appelle pas un avion un oiseau artificiel, tout simplement parce que la technique utilisée par un avion pour voler diffère assez grandement de la technique utilisée par les oiseaux. Et c'est la même chose pour les systèmes d'intelligence artificielle. La façon dont ils apprennent, la façon dont ils prennent des décisions, c'est une façon qui est radicalement différente de la nôtre, et je vais essayer d'expliquer cela. Donc ce terme d'intelligence est un petit peu malencontreux ici, et c'est extrêmement difficile à définir ce qu'est l'intelligence, et c'est du coup assez difficile de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ça se traduit un petit peu dans la dernière définition, dernière en date, qui a été proposée par un groupe d'experts au niveau de l'Union européenne, et qui dit simplement que l'intelligence artificielle dessine des systèmes construits par des humains qui agissent dans le monde physique, qui perçoivent des signaux, qui les interprètent et qui raisonnent sur les informations et les connaissances extraites de ces systèmes afin de prendre des décisions et mener des actions. Alors le mot intelligence n'apparaît plus dans cette définition. En revanche, il est caché derrière d'autres termes comme étant donné un objectif complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif complexe ? Voilà. Encore une fois, on peut se poser des questions et savoir si des systèmes tout simples rentrent dans cette définition ou pas. Et ça dépendra un petit peu de ce qu'on appelle par système complexe. Voilà, donc je voulais juste illustrer ici la difficulté de définir ce terme-là et le fait que ce terme est assez malheureux en fait à l'heure actuelle. Je voudrais maintenant essayer de vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle les plus utilisés à l'heure actuelle. Ces systèmes sont fondés sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on construit un système avec l'apprentissage automatique. Donc je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez que vous êtes dans une société et vous voulez prédire le volume des ventes que vous allez avoir en fonction du budget de publicité que vous allez investir. Donc je vais appeler X le budget de publicité, Y le volume des ventes, et en fait on va se donner un modèle. C'est-à-dire que les concepteurs des systèmes d'intelligence artificielle se donnent des modèles. Donc ici on va prendre un modèle tout simple, on va dire que Y c'est donné par une relation de type AX plus B. Donc une relation toute bête, une relation linéaire. Et donc la difficulté là maintenant c'est de dire voilà, j'ai un modèle, je vais avoir des données, j'ai observé par le passé un certain nombre de volumes de ventes à partir d'un budget publicitaire. Je voudrais pouvoir prédire dans le futur les ventes que je vais avoir en fonction des différents volumes publicitaires, budgets publicitaires. Et du coup, je vais essayer d'apprendre ces paramètres A et B à partir de ces données. Donc je vais choisir A et B de façon à ce que la prédiction soit la meilleure possible sur les données que j'ai observées. Donc on apprend à partir de données, et ensuite on va construire un modèle, donc ça veut dire sélectionner les paramètres, les bons paramètres, et ensuite on va appliquer ce modèle sur des nouvelles données pour faire des prédictions, pour compléter des phrases, etc. etc. Donc ici c'est un modèle tout simple. J'ai illustré ici comment on obtenait la relation. C'est ce qu'on appelle une droite des moines carrés ici. On arrive à trouver A et B assez facilement sur ce genre d'exemple. Et ensuite on peut utiliser ce modèle Y égale à X plus B pour, étant donné un nouveau budget publicitaire, prédire le volume des ventes. Vous voyez malgré tout que la droite que je prédis, c'est celle-là, et les points que j'ai observés, ce sont ces points-là. Donc il y a déjà un certain nombre d'erreurs commises
par cette droite-là. Si je prédis par exemple la valeur de la droite ici pour cette valeur x, donc la valeur de y que je vais prédire c'est à peu près 11, mais j'ai plein de points qui sont au-dessus de 11 et en dessous de 11. Donc il y a des erreurs qui sont commises forcément par ces systèmes-là. Cette erreur, elle vient du fait que le modèle que j'ai choisi n'est pas forcément approprié à la réalité. Et en général, on ne connaît pas le modèle de la réalité et on choisit des modèles qui sont un peu des simplifications de cette réalité. Donc ces modèles vont faire des erreurs liées à cette simplification intrinsèque de la réalité qu'ils réalisent. Premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, si j'ai choisi ce modèle, je l'applique sur des nouvelles données. Si ce sont des données qui sont très différentes pour une société, la relation entre le budget publicitaire et le volume des ventes, elle est peut-être de la forme y égale à x plus b, mais avec des a et des b très différents. Si j'applique le modèle que j'ai appris pour une société sur une autre société, je risque d'avoir, encore une fois, des erreurs importantes. Donc ces modèles, on a la garantie qu'ils se comportent relativement bien lorsqu'ils sont utilisés sur des données qui sont similaires à celles sur lesquelles ils ont été appris. D'où le danger d'utiliser ces modèles dans des cadres très différents. Enfin, le dernier point que je voulais dire ici, c'est que finalement la connaissance qu'on a à partir des données apprises, eh bien, c'est le fait que la relation c'est de cette forme-là, et puis la valeur de A et la valeur de B. La valeur de A et la valeur de B, ça se code en quelques octets. On n'est pas dans des kilo-octets, on n'est pas dans des mégaoctets, bien sûr. On la code que dans quelques octets. Donc tous ces modèles-là vont avoir des connaissances qui sont encodées sur des octets. Pas forcément quelques, on va avoir des modèles qui en ont beaucoup, mais du coup, ils vont forcément avoir une connaissance qui est limitée par les capacités de stockage en mémoire des machines. D'accord ? Alors, on applique la même chose, mais cette fois sur des images. Sur des images, on va pouvoir dire, ben voilà, j'ai des images annotées, c'est-à-dire que je sais par exemple que cette tête-là, cette figure-là, c'est le visage, ce visage-là, c'est le visage de Jay-Z, ce visage-là, c'est le visage de Mona Lisa, ce visage-là, c'est le visage de Beyoncé. Donc, il me faut absolument cette connaissance-là. Et ensuite, je vais avoir un modèle. Cette connaissance, je veux dire par là le fait que cet ensemble de pixels organisé de cette façon-là correspond au visage de Beyoncé, de façon à pouvoir apprendre un modèle qui va prendre des X, tous les pixels qui sont ici, et qui va donner un Y, la personne à qui correspond ce visage. D'accord ? Donc c'est exactement le même principe qu'avant, sauf que cette fois, les modèles qu'on utilise, ce n'est pas simplement X plus B, les X sont plus complexes, c'est des modèles plus complexes que ceux qu'on a, et on fait ça à partir de réseaux de neurones, et de réseaux de neurones profonds. Alors quel est l'intérêt des réseaux de neurones profonds ? C'est que ce sont des approximateurs universels. Contrairement à la fonction linéaire que je vous ai montrée précédemment, je vous ai dit qu'il y avait toujours un décalage entre le modèle qu'on choisissait et la réalité. Du coup, on peut essayer de choisir des modèles qui soient les plus riches possibles et qui peuvent approcher, en changeant les valeurs des paramètres, différentes fonctions. C'est le cas des réseaux de neurones profonds, c'est ce qui fait aussi leur popularité, même dans la communauté scientifique, parce que ce sont des approximateurs universels. Ils peuvent approcher une grande classe de familles de fonctions mathématiques différentes assez bien. Assez bien, ça veut dire, bon, en minimisant l'erreur, mais aussi c'est dans certaines conditions. Et ces conditions, c'est lorsqu'on a énormément de données. Il existe quand même toujours un petit décalage, quasiment systématiquement, un décalage entre le modèle qu'on a choisi et le modèle réel. Les systèmes de traduction automatique, par exemple, sont très complexes et les modèles qu'on utilise, on sait qu'ils ne capturent pas toute la complexité de la problématique traduction automatique. Alors ça, c'est justement la problématique traduction automatique qui est illustrée ici. Mais en fait, on fait la même chose avec du texte. C'est-à-dire ici, l'entrée, c'est une phrase anglaise, et puis la sortie, c'est la phrase française. Donc on va avoir ici, mon X, c'est ça, et mon Y, c'est ça. Alors cette fois, ce sont des séquences. Il faut qu'on puisse prédire une séquence de mots. Ici, la séquence de mots en français, à partir d'une séquence de mots en anglais. Mais c'est exactement le même principe, d'accord ? Alors je passe à la suite. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu plus d'IA générative, et en particulier des grands modèles de langue. Un grand modèle de langue, qu'est-ce que c'est ? En fait, je le vois vraiment comme c'est un modèle qui va apprendre des vecteurs qui représentent des mots. C'est-à-dire que cette fois, je vais dire un mot, je vais pouvoir le représenter par plein de dimensions, par plein de valeurs, et je vais apprendre ces valeurs de façon à pouvoir prédire les mots suivants dans une phrase.
D'accord? Donc je vais simplement construire des vecteurs pour chaque mot, et ça va être ça les paramètres de mon modèle. Et le modèle que je vais avoir, c'est un modèle qui va combiner ces paramètres pour prédire les mots suivants dans les séquences. Donc à partir de là, on va pouvoir prédire des mots suivants, des groupes de mots suivants, des phrases suivantes, des textes suivants, etc. etc. Et c'est ce que fait ChatGPT. C'est un modèle qui va prédire la suite. Donc quand vous rentrez un prompt, il va essayer de prédire la suite de ce prompt. Au départ, ces modèles-là, ce sont juste des modèles qui vont calculer des vecteurs pour représenter les mots en contexte. Quand je dis en contexte, ça veut dire que le chat mange la souris, le vecteur pour souris sera un petit peu différent dans cette phrase-là que le vecteur de souris dans la phrase « la souris regarde le chat ». Tout simplement parce que le contexte est un petit peu différent. Il y aura quand même de grandes parties communes, mais les vecteurs seront un petit peu différents. Donc un modèle de langue réalise cela en fait. Et puis une fois que ces vecteurs ont été appris, mais on fait ce qu'on appelle de l'adaptation de ces modèles sur différentes tâches. C'est-à-dire qu'on va on va leur faire traiter différentes tâches, prédire par exemple le sentiment, le fait qu'un texte est plus ou moins positif, plus ou moins négatif ou neutre, prédire le fait que ce texte parle plutôt de sport ou plutôt d'économie. On va leur faire prédire aussi le résumé d'un texte, on va leur faire traduire des textes. Donc tous ces modèles vont être ensuite appris sur différentes tâches, de façon à ce qu'ensuite, lorsque vous les avez entre les mains, vous puissiez leur faire ces différentes tâches. D'accord ? Donc ça devient des agents conversationnels, qui vont avoir un certain nombre de propriétés. Et ce que je vous disais auparavant, c'est que donc, tous ces modèles sont fondés sur des paramètres, et ce qu'on sait, c'est que plus on a de paramètres, mieux c'est. Alors, effectivement, l'explosion de ces modèles, elle est liée au fait qu'on a utilisé des modèles de plus en plus gros. Et c'était important de faire ça. C'est important de faire ça pour deux raisons. La première raison, c'est que je vous ai parlé d'approximateur universel. Cette propriété d'approximateur universel, elle est vraie non seulement quand on a un nombre de données qui tend vers l'infini, mais aussi lorsque le nombre de paramètres tend vers l'infini. Donc ça, c'est un résultat mathématique qu'on a sur ces modèles-là. Donc on a besoin de considérer beaucoup de paramètres si on veut que ces modèles soient performants sur différentes tâches. Premier point. Et deuxième point, je vous ai dit que la connaissance de ces modèles, finalement, elle était stockée dans ces paramètres. Si on veut stocker beaucoup de connaissances, eh bien, il va falloir beaucoup de paramètres. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors, par exemple, GPT-3, qui est le modèle de langue qui est sous-jacent à ChatGPT, version publique à 175 milliards de paramètres. Si on prend 32 bits par paramètre, on est plutôt sur des représentations à 64 bits, donc 2 fois plus que ça. On arrive à 700 gigas. C'est à peu près le Wikipédia en anglais. D'accord ? Donc ces modèles sont capables de stocker le Wikipédia en anglais. C'est bien, c'est beaucoup, mais c'est loin d'être tout. Je pense que chacun, on a des petits domaines de spécialité qui ne sont pas forcément tout bien représentés dans Wikipédia. Donc en particulier pour beaucoup de sociétés, ces modèles-là, il faut les adapter pour qu'ils puissent stocker les connaissances qui sont propres à la société. Bon, GPT-4 aurait 1000 milliards de paramètres. Donc on voit déjà qu'on a augmenté les capacités. Mais encore une fois, ça reste limité. Ça veut dire que forcément, ces modèles-là, ce sont des modèles qui vont forcément faire des erreurs. Donc ici, ce sont un petit peu les différentes étapes que j'ai mentionnées rapidement tout à l'heure. Apprentissage, adaptation, apprentissage par renforcement humain à partir d'instructions, de façon à ce que vous puissiez leur donner des instructions et qu'ils remplissent les tâches liées à ces instructions. Et finalement, ces modèles-là capturent deux choses. Capturent d'une part la structure du langage, donc les règles de grammaire et les possibilités de combinaison, qui ne sont pas en nombre infini, donc ils s'en sortent très bien là-dessus, avec leur mémoire. Et ce sont aussi des modèles de base de connaissances. Ils vont apprendre des faits, extraits de Wikipédia, etc. Mais là-dessus, ils sont nécessairement limités. Leur mémoire est limitée, donc leur base de connaissances est limitée. Ça veut dire que lorsqu'ils vont générer, des phrases, ils ne pourront pas générer tous les faits possibles. Non seulement ça, mais ils font cette captation des connaissances, entre guillemets, en faisant de la compression d'informations. Et cette compression, elle n'est pas sans perte, elle n'est pas sans bruit, elle n'est pas sans perte. Ça veut dire que ces modèles, nécessairement, par construction, lorsqu'ils vont générer des phrases, ils vont générer aussi des énoncés qui peuvent être faux. Une des difficultés, c'est que malgré tout, leur capacité de génération langagière est extrêmement bonne, ce qui fait que les énoncés qui sont produits sont de très bonne qualité, mais ces énoncés peuvent être faux. Et il y aura forcément, nécessairement, des énoncés faux à cause de la façon dont ils sont construits.
Et on pourra toujours augmenter la taille des mémoires. On sera toujours limité par rapport à la taille des connaissances qui augmente aussi. Donc ces modèles seront, par construction, s'ils ne sont pas complétés, en partie faux. Du coup, il y a bien sûr beaucoup de travaux qui sont menés à la fois dans la communauté académique, à la fois dans différentes industries, dans entreprises, pour compléter ces modèles avec des systèmes qui vont essayer de vérifier les énoncés qui sont donnés et puis d'essayer de corriger un certain nombre des énoncés, des faits qui sont énoncés, qui peuvent être faux. Ok, donc je vais... Juste, voilà, donc ça illustre un peu ce que je disais. Et un point important, c'est que tous ces modèles d'IA, donc j'espère que je vous ai montré un petit peu tous ces systèmes d'IA, un petit peu les limitations. Donc ce sont des modèles qui sont appris à partir des données, qui sont appris à partir de modèles qui ne reflètent pas entièrement la réalité. Donc ils vont forcément faire des erreurs. Il n'existe pas un seul modèle d'IA, sauf dans des cas vraiment peu intéressants en général, qui soit exempt complètement d'erreurs. Et ça, c'est par construction. Il faut s'en rendre compte et donc travailler avec. Ce sont de très, très bons outils d'aide à la décision, à la rédaction, à ce que vous voulez. D'excellents outils, mais ce ne sont que des outils d'aide. Si vous voulez que ces outils se substituent entièrement à vous, il faut bien se rendre compte qu'ils feront des erreurs. Ceci étant, nous humains faisons des erreurs aussi. Il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus. Alors je voudrais juste parler rapidement de limites et enjeux, en particulier commencer par les ressources. Donc évidemment, si ces modèles ont pu être développés, ces très grands modèles, c'est parce qu'on a eu plus de données disponibles, qu'on a eu aussi des machines plus puissantes. Et la révolution de ces grands modèles-là, du coup on a pu déployer des modèles plus compliqués, plus complexes, et obtenir les résultats qu'on a à l'heure actuelle. Ces modèles-là utilisent ce qu'on appelle des GPU, maintenant d'autres types de puces comme des TPU, mais ces GPU c'était utilisé essentiellement pour les jeux sur ordinateur, donc des éléments qui demandent beaucoup de calcul et en temps réel, en temps tendu, et c'est ce qui a permis aussi le développement de ces modèles-là. Mais ce prérequis de capacité de calcul très importante, ça a aussi un impact. Forcément, ça a un impact environnemental. Et entraîner certains de ces modèles-là, c'est quelque chose qui peut être très coûteux. On ne connaît pas tous les chiffres, on en connaît un certain nombre. L'entraînement, l'intérêt, c'est que la partie la plus coûteuse, c'est l'entraînement, mais c'est réalisé qu'une fois. Ensuite, c'est mis à disposition. Quand vous utilisez ChatGPT, le coût d'une requête est faible, mais imaginez qu'il y a des centaines de millions de requêtes par jour qui sont faites. Donc voilà, ça s'accumule bien sûr. Et donc l'impact environnemental n'est pas négligeable. Donc ce sont aussi des points qu'on essaye de prendre en compte en essayant de trouver des façons de limiter ces modèles-là, de les rendre plus petits ou d'avoir des architectures qui soient moins gourmandes en énergie. Je vous disais qu'on a besoin de données en quantité, ça c'est très important, et on a besoin aussi de données en qualité. Et ce que je voudrais illustrer ici, c'est qu'il n'existe pas de données qui soient sans biais. Des données parfaites, ça n'existe pas, il y a toujours des erreurs dans les données, et il y a souvent aussi des biais dans les données. Donc si vous voulez déployer ces modèles, essayez de tenir compte des biais potentiels et éventuellement essayer de corriger ces biais potentiels dans vos données avant d'entraîner vos modèles. C'est un exemple assez connu. Donc ici, c'est un exemple réel tiré de la Seconde Guerre mondiale, donc l'aviation américaine. Et ça, c'est un avion qui revenait du combat. Et ce que vous voyez en rouge, ce sont les impacts de balles sur cet avion-là. D'accord ? Donc des avions allemands, typiquement. Les ingénieurs de l'aviation américaine ont dit, bon, ben, c'est pas compliqué, on va renforcer toutes ces parties-là dans nos prochains avions. Et là, il y a un statisticien qui a dit, ah, non. Ça, c'est les avions que vous avez vus revenir. Ceux que vous n'avez pas vus revenir, ben, il y a de grandes chances que les impacts de balles soient là, ailleurs que là. Donc c'est ce qu'on appelle un biais de sélection. Dans ce cas-là, c'est un biais de sélection particulier, c'est le biais des survivants. Mais des biais, il y en a toujours. Ils ne sont pas toujours faciles, c'est pas forcément intuitif, ce raisonnement-là. Donc c'est pas forcément facile à trouver, entre guillemets. Alors sur les problématiques de certifiabilité, explicabilité, équité, donc il y a des biais dans les données, mais aussi dans les usages. La certifiabilité est difficile. Pourquoi ? Parce que ce que je vous ai dit, c'est que par essence, ces modèles sont, je vais dire, de nature probabiliste, et donc il y a une probabilité d'erreur qui est non négligeable, qui est non nulle, pas non négligeable, pardon, mais qui est non nulle, et on ne peut pas la rendre nulle par construction de ces modèles-là. Donc on est très différent de certains modèles qui sont des modèles complètement déterministes, qui sont utilisés dans l'aviation, qu'on peut certifier en disant ben oui, le programme fait exactement cela. Là on peut dire ben oui, le programme sort bien une sortie qui est compatible avec ce qu'on a appris, etc. On peut donner une borne sur l'erreur qui est faite. On peut dire oui, l'erreur
Si les données sur lesquelles ces modèles sont utilisés sont proches des données d'entraînement, alors on peut donner une borne, dire l'erreur ne sera pas plus de temps. C'est quelque chose qu'on peut calculer de façon empirique, mais on ne peut pas dire qu'il y aura 0 erreur. Donc la certifiabilité au sens, ce modèle ne commet pas d'erreur, on ne peut pas sur les modèles qui sont utilisés à l'heure actuelle. D'accord ? Ici, vous avez un exemple, donc c'est un petit peu méta comme raisonnement, le raisonnement qui a été suivi pour construire cet exemple-là. C'est-à-dire qu'on a pris un modèle qui reconnaît des panneaux, d'accord ? Donc ici, c'est le modèle qui est utilisé pour reconnaître des panneaux, et voilà le panneau original, d'accord ? 80, il donne 80, limitation 80, limitation 80, limitation 120, limitation 120. Ensuite, on a entraîné un modèle qui se sert des sorties de ce modèle original pour bruiter les panneaux ou les images qui sont perçues par le modèle, en fait. Et vous voyez ici, on voit un petit peu certaines tâches, ce sont ces bruits-là. Pour les bruiter de façon minimale, tout en induisant une erreur dans le modèle. Donc on a appris un autre modèle pour qu'il bruite le premier modèle, qu'il bruite les données fournies au premier modèle pour induire en erreur le premier modèle. D'accord ? Et vous voyez qu'ici, là, il se trompe complètement. Là, le premier modèle, sur cette image bruitée, il va dire « Ah, c'est un stop ». Ici, il va dire « Ah, la limitation de vitesse, c'est à 30 km/h ». Donc ça fait couler beaucoup d'encre, au sens où on se disait « Attention, il ne faut absolument pas embarquer ces systèmes-là dans des véhicules autonomes, parce qu'on est capable de faire cela ». Bon, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut avoir accès au premier modèle, il faut avoir accès aux données qui sont données par le premier modèle, qui sont reçues par le premier modèle, les bruités, etc., etc. Donc le travail là, il n'est pas anodin, mais encore une fois, ça vous montre que, effectivement, si j'utilise des données, en fait, ce qui se passe ici, là, c'est que les données qui sont finalement données au modèle appris, elles sont différentes de celles utilisées dans l'apprentissage. Même si pour nous, cette différence, on ne la voit pas, d'un point de vue probabiliste, c'est une distribution de probabilité qui est différente. Et à partir du moment où la distribution de probabilité est différente, on n'a pas de garantie que le modèle va bien se comporter. C'est exactement ce qui se passe là, en fait. Voilà, donc je vous ai mis un lien sur, je ne sais pas si les transparences sont disponibles, j'espère que oui. Il y a un lien sur une vidéo qui est assez rigolote, assez instructive en fait, sur ChatGPT, et qui montre aussi comment que ces modèles peuvent déraper et devenir insultants pour les utilisateurs qui s'en servent. Et bien sûr, je voulais terminer en parlant aussi d'impact socio-économique. Évidemment, ces modèles, en particulier l'IA générative, modifient notre façon de travailler. Moi je ne travaille plus de la même façon depuis qu'à ChatGPT. Je m'en sers beaucoup pour rédiger des rapports, pour faire un certain nombre de tâches. En revanche, je pense qu'il faut insister. Et du coup, c'est très difficile de savoir quel va être l'impact en termes d'emploi. Et là, pour le coup, ces modèles-là, ça impacte toutes les catégories de travailleurs du tertiaire en particulier. Et c'est très difficile de savoir quel va être l'impact sur les emplois. Pour l'instant, il est clair que ce sont des outils d'aide et qu'il ne faut s'en servir que comme des outils d'aide. C'est évident que ces modèles vont s'améliorer parce qu'ils vont être complémentés par des outils qui vont permettre de vérifier que les énoncés donnés sont corrects, etc., etc., que les faits énoncés sont corrects ou pas. Mais ce ne sont que des outils d'aide. Voilà, donc il est probable que de nombreux métiers évoluent. Pas forcément de façon, je ne parle pas forcément de révolution, mais simplement d'une évolution. C'est pas nouveau. On a vécu ça avec le numérique depuis des années. Nos métiers ne cessent d'évoluer en fonction des outils qu'on a. C'est encore le cas avec ce genre de modèle. Alors, attendez, juste avant de conclure, je voudrais revenir sur ce transparent-là et surtout sur cet exemple-là. Oui, cet exemple que je vous ai donné en traduction ici. Si vous donnez cette phrase à un modèle de traduction automatique actuel, il va vous sortir à peu près cette traduction-là. C'est pas si compliqué que ça, c'est presque de la traduction mot à mot. Hein. No ifs, no buts, we want the truth. Pas de si, pas de mais, nous voulons la vérité. En fait, cette phrase, elle est tirée d'un corpus du Parlement canadien, un corpus bilingue qui s'appelle le Hansard. Donc, ce sont les actes des débats du Parlement canadien, rédigés à la fois en anglais et en français. Et il se trouve que cette phrase, elle faisait partie d'un débat autour d'un valet de chambre qui avait été invité par un député à l'accompagner dans ses déplacements. Et ce qui n'était pas permis, ou alors c'était permis, mais les frais de ce valet de chambre devaient être pris en charge par le député et non pas par le Parlement. Et le député avait demandé à être remboursé des frais du valet de chambre. Et puis du coup, il était attaqué un petit peu par les autres députés. Et puis il était un peu fuyant dans ses réponses. Du coup, il y en a un qui s'est énervé en disant « Bon,
pas de si, pas de mais, nous voulons la vérité. Et en fait, le traducteur français, c'est pas la traduction qu'il a choisie pour dans les actes du débat canadien. C'est pas cette traduction qu'il a choisie pour cette phrase-là. Il a choisi une traduction qui est beaucoup plus rigolote. Cette traduction, c'était cesser de tourner, point de suspension, autour du pot de chambre. Donc voilà, donc là pour le coup c'est assez subtil et on est encore loin, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, hein, ce sont des modèles assez surprenants, mais on est encore loin de ce genre de traduction avec les modèles actuels. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'avais écrit une question, peut-on reconnaître un texte écrit par ChatGPT? Alors la réponse est oui, en partie, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui se développent pour reconnaître les textes écrits par ChatGPT. Et des programmes, bien sûr, on apprend des systèmes pour reconnaître ces textes-là. Et puis après, les versions de ChatGPT apprennent aussi, s'améliorent de façon à ne plus être reconnues par ces textes-là. Donc c'est une course sans fin, en fait. C'est une course sans fin, comme dans beaucoup de systèmes. Il faut une machine. Ah non, si, c'est une bonne question, c'est une question intéressante. Au début, en tout cas, ChatGPT avait des caractéristiques un peu particulières. Il y avait beaucoup d'adjectifs et... une autre caractéristique, mais qui m'échappe, enfin, il y a deux caractéristiques qui sont assez emblématiques d'un rédacteur plutôt homme, plutôt âgé de 50 ans, plutôt éduqué. Enfin, un peu âgé de 50 ans, pas très jeune, disons, et plutôt éduqué. Et c'est typiquement le profil le plus représenté sur Wikipédia. Et en fait, voilà, donc il était biaisé vers ce style-là. Donc j'avais un collègue spécialiste d'attribution d'auteur et d'études de genre dans les textes qui avait fait tourner ses algorithmes et puis qui avait trouvé ces attributs-là. Et voilà, il était biaisé de ce point de vue-là. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de diversité qui sont prises en compte, mais il y a forcément des biais. Donc oui, on peut aussi le faire nous, si on voit un texte un peu long, et si on a l'habitude de ce genre de choses, on peut essayer de trouver ça. Ok, la question c'est, il y a des modèles plus récents, en particulier des modèles issus de Mistral ou de Facebook, qui ont 5 milliards de paramètres, donc moins que ChatGPT par exemple, à 175, ChatGPT avec GPT-3, et qui ont des performances, tout à fait raisonnables. C'est pas nouveau, hein. BERT avait aussi à peu près, BERT est à 3 milliards de dollars, 3 milliards de paramètres, et on arrive à avoir de bonnes performances aussi. Donc effectivement, c'est vrai. Sur certaines tâches, c'est très difficile de comparer à ChatGPT 4, mais ça reste certainement en dessous de ChatGPT 4. Et ils ne sont pas tout à fait utilisés dans les mêmes contextes, en fait, hein. C'est-à-dire que ChatGPT 4, ou ChatGPT 3, on a beaucoup plus de paramètres, parce qu'il y a des instructions aussi qui sont prises en compte. Il y a plus de tâches qui sont résolues par ChatGPT que par ces modèles-là. Mais la question, c'est quelle est la tendance? Je pense que la tendance, en particulier à cause des coûts environnementaux, c'est essayer de développer des modèles plus petits qui vont avoir de bonnes performances et de travailler là-dessus. Au niveau de la communauté académique, on essaye de ne pas créer de nouveaux modèles, parce que c'est un coût trop important, mais plutôt d'essayer ou alors de créer des modèles qui soient plus petits que les modèles existants, avec des performances qui soient proches de ces modèles-là. Donc voilà, l'explication, elle tient aussi au fait que la qualité des données est importante, et le fait aussi que ces modèles ne font pas tout à fait la même chose que ces plus gros modèles-là. Mais c'est vrai qu'il y a des très gros modèles de langue, plus gros que 5 milliards, qui ne sont pas forcément meilleurs que ces 5 milliards-là. Donc à 5 milliards, en termes de structure langagière, on arrive à capturer à peu près ce qu'on veut. Pas forcément en termes de base de connaissances. Ok, la question c'est, si on décide de travailler sur des données plus petites, et en faisant ce qu'on appelle du feature engineering, c'est-à-dire en travaillant sur les représentations de ces données en pré-traitement, est-ce qu'on peut arriver à avoir des performances qui sont meilleures? Donc ça, c'était vraiment l'approche qu'on suivait avant ces grands modèles de langue. On faisait tout le temps du feature engineering sur les variables, on ne le fait presque plus. Et on s'est rendu compte que sans faire ce feature engineering, on avait de meilleures performances. Mais c'est vrai que si on travaille sur des données plus petites, on peut gagner beaucoup en faisant du feature engineering. Pas en augmentant le nombre de variables, parce que si vous augmentez le nombre de variables, il faudra aussi augmenter, c'est pas nécessaire, mais en général, il faudra aussi augmenter le nombre de paramètres, donc vous retombez sur des grands modèles. Mais typiquement, donc la façon dont ces modèles fonctionnent, et à la différence des humains, c'est qu'eux vont travailler sur un tas de faibles signaux. Donc lorsque imaginez que ces modèles sont capables de combiner des centaines de milliers de faibles signaux, et de prendre une décision sur la base de cette combinaison-là. Ça, c'est la puissance un peu de l'informatique. Les humains, nous, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de combiner plus d'une dizaine de paramètres. Du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va essayer plutôt d'avoir des représentations abstraites à partir des signaux qu'on a et de prendre une décision à partir de quelques paramètres plus abstraits.
Du coup, ça va dans le sens que vous mentionnez. Ce feature engineering, c'est aussi essayer d'avoir des représentations plus abstraites en nombre plus limité. Et donc, on se rapproche un petit peu de la façon dont nous, humains, prenons des décisions. Mais on voit que c'est assez complémentaire et que dans certains cas, du coup, ce sont deux façons différentes de prendre des décisions, de prendre des décisions sur la base de la même information. Nous, il y a beaucoup d'informations qu'on n'exploite pas parce qu'on n'est pas capable de tout l'exploiter. Et ces systèmes-là, il y a beaucoup de niveau d'abstraction qu'ils n'exploitent pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances. On ne leur a pas donné la connaissance, on ne sait pas encore comment faire pour que cette connaissance-là soit bien prise en compte. Ça peut être fait par du feature engineering dans des cas particuliers, tout à fait. Je vous remercie.